Bonsoir. Donc toujours dans la suite des vidéos dans le cadre du séminaire doctoral Initiation au droit, initiation au doctorat en droit, je voudrais conclure pour donner un peu ce que je perçois comme élément essentiel en ce qui concerne l'esprit et l'identité du doctorat en droit de nos jours. Alors, lorsqu'on parle d'un doctorat en droit, j'essaie de généraliser. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, ça dépend de ce qu'on a fait, ça dépend de plusieurs choses. Mais je vous donne là un vécu et puis une expérience. Je suis enseignant, ça fait 25 ans que je dirige des thèses et j'en tire quand même beaucoup de leçons que je voudrais vous partager. Et cela pourrait peut-être vous permettre à mieux cadrer votre travail, à mieux voir un peu vers où vous allez. Alors, il y a l'image du rat de bibliothèque qu'on colle aux juristes, c'est-à-dire que parfois c'est sous forme de moquerie, parce qu'on dit oui, mais il ne fait pas grand-chose si on allait fouiner dans les bibliothèques, tout ça, etc. Donc il y a l'image du rat de bibliothèque, mais également il y a l'image du grand rhéteur, celui qui parle beaucoup, tout ça, etc. Certains se disant pour ne pas dire grand-chose parfois. Cette image varie selon les métiers, les professions, l'expérience et les personnes concernées. Alors, le juriste est un rat de bibliothèque, oui, je pense que cette impression est partagée. Vous ne pouvez pas faire vraiment une recherche doctorale sans vous mettre à investiguer dans les bibliothèques, à trouver des documents à gauche, à droite, tout ça. Surtout dans un domaine comme le droit, c'est le papier. Hein. Le papier aujourd'hui, puis avec le numérique, vous pouvez trouver pas mal de documents sur Internet, des bases de données juridiques. Bref, donc il y a là une image qui est certainement vraie. Nous sommes des rats de bibliothèque. Il faut fouiller, trouver l'évolution de la jurisprudence, trouver un arrêt d'une cour internationale qui a une conséquence sur le sujet, etc. Trouver un ouvrage ancien qui est peut-être la base d'une doctrine. Bref, il y a tout ça. Donc c'est pas tellement faux. Il y a tout un travail à faire, il faut le reconnaître, c'est important. Ensuite, il y a l'image d'excellence, du rhéteur, lui qui doit bien parler. C'est aussi vrai, parce que notamment pour ceux qui sont destinés à exercer à l'université, il faut avoir la capacité d'écoute et d'expression fluide pour pouvoir présenter des enseignements. C'est important, même si ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais dans la grande majorité, c'est nécessaire. Mais il n'en reste pas moins que le docteur en droit n'est pas simplement destiné aux universitaires. Aujourd'hui, le docteur en droit, il travaille également dans les administrations publiques, dans les administrations internationales, dans les administrations locales, dans les entreprises, les ONG, etc. Donc il n'y a pas un domaine où on va enfermer le docteur en droit, que c'est simplement l'enseignement. Non, l'enseignement, oui, c'était vrai il y a quelques années, même dans le domaine de l'enseignement, les postes sont devenus de plus en plus rares. Voilà. Donc ça c'est un constat. Donc c'est ça qu'il y a une diversification qui se fait par rapport au docteur en droit. Alors, une première fausse idée, mais fausse peut-être pas totalement, c'est que le docteur en droit, être docteur en droit, ce n'est pas connaître tous les textes juridiques. Ça c'est l'impression que le docteur en droit, c'est une machine encyclopédique qui doit connaître le nom, c'est pas ça. La connaissance du droit ne se réduit pas à une mémoire encyclopédique. D'ailleurs, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ça ne sert pas à grand-chose aujourd'hui. Puisque oui, il suffit de taper, cliquer ici et là, vous trouvez des éléments. Il faut plutôt apprendre à apprendre, apprendre à comprendre, apprendre à expliquer et à argumenter. C'est ça plutôt qui est important. Ce n'est pas tellement la somme d'informations qu'on accumule, puisque ces informations, elles sont elles-mêmes périssables. Donc, et les choses changent, les décisions évoluent, les points de vue évoluent au gré des circonstances, des discussions, etc. Donc, ce n'est pas tellement la capacité à absorber une masse astronomique d'informations.
c'est plutôt avoir la bonne intelligence, de savoir trouver la bonne information, savoir placer le bon argument. C'est ça qui fait la différence de mon point de vue. C'est vrai que les juristes contemporains font de plus en plus appel à l'ordinateur, hein, parce que là, pour travailler, il faut l'ordinateur, il faut l'intelligence artificielle, poser des questions, etc. Même les gens qui vous disent, oui, moi, j'aime pas l'intelligence, non, tout le monde s'y met, plus ou moins, parce que ça simplifie les choses, ça vous permet de commencer. Vous posez une question, par exemple, à l'intelligence artificielle de méta sur votre ordinateur, ça vous donne directement des pistes. Ça ne veut pas dire que vous êtes tenu de suivre ce que cette intelligence artificielle vous dit, mais ça vous ouvre quand même des pistes de recherche qui vous facilitent les choses. Mais il ne faut pas tout transférer à l'ordinateur. Parce que le langage juridique est particulier, le vocabulaire juridique est technique. Il se pourrait que l'intelligence artificielle ne vous ressorte pas les éléments adéquats ou les expressions adéquates. Donc il faut faire très attention dans ça. Il faut prendre ce qui est bon, mais il ne faut pas en abuser non plus, parce que sinon après on devient comme des automates. En plus, le droit a besoin d'être interprété et d'être complété. Le droit ne peut pas se limiter à une forme de bonne conscience ou à une simple collection de textes. Non, c'est pas ça. Le droit doit être interprété, il doit être expliqué, il doit être argumenté, etc. Donc ça, il vous faut donc une bonne connaissance du sujet, il vous faut des informations précises, etc. En outre, on dit que le docteur en droit, c'était un analyste juridique de haut niveau. C'est vrai, puisque vous faites une thèse, vous faites une analyse, vous passez 3-4 ans sur un sujet, c'est que vous êtes un bon analyste, peut-être de valeur, d'inégale valeur, mais en tout cas, vous êtes un bon analyste en principe. Alors, avoir fait une thèse, c'est une présomption qui est là, que vous avez une aptitude à l'analyse, à la synthèse, vous avez la capacité à prendre du recul, à trouver une solution à un problème donné, en allant fouiller dans la documentation. Ça c'est, puisque c'est ça, la thèse. Il y a donc une présomption qui est là. Ensuite, on peut dire que lorsqu'on a déjà fait une thèse, c'est qu'on a une capacité de s'extraire des contingences du quotidien pour s'enfermer dans une forme de solitude qu'impose la recherche. Si vous avez une capacité de réfléchir sur ces donc ça c'est du crédit pour le docteur en droit, puisque finalement il apparaît comme garant d'une certaine expertise qu'il a par rapport à son sujet, par rapport à ce qu'il a fait. Ce qui confère d'ailleurs le prestige et la notoriété du doctorat, parce que aujourd'hui, quoi qu'on en dise, c'est un doctorat. Moi, quand je vois le nombre de demandes de direction de thèse que je reçois chaque année, c'est que pour l'instant, c'est pas encore démodé. Mais il n'en reste pas moins que là-dedans, il y a aussi des gens qui veulent faire le doctorat juste parce qu'ils veulent qu'on les appelle docteur. Ils n'y connaissent pas grand-chose. Vous avez des gens qui veulent avoir le doctorat parce qu'ils ont une vision très très utilitariste du doctorat. Alors ils vont se rendre compte que c'est pas tellement ça. Donc il y a tout ça. Mais en tout cas, il y a là une sorte de prestige qui est conféré aux détenteurs du doctorat, qui n'est pas quelque chose de négligeable. Ensuite, je dis toujours que pour le juriste, il faut savoir faire la distinction entre le discours juridique et le discours d'un romancier. Parce que la rédaction juridique s'appuie sur les sources du droit, sur les faits, les enquêtes, les données, la documentation, la bibliographie, etc. La thèse de droit c'est pas un conte, hein, c'est pas quelque chose comme, bon, voilà. Il ne s'agit pas d'inventer les choses. Il faut avoir des preuves de ce qu'on avance. Il faut avoir des arguments, il faut avoir des sources, il faut dire, bon, ce que je dis, c'est conforme à tel article, ce que je dis, c'est conforme à tel arrêt rendu par tel cour de justice, etc., etc. Donc il faut qu'il y ait une argumentation derrière. Il ne suffit pas simplement d'écrire des choses, non, c'est pas un roman. Alors, les thèses, il y a plusieurs manières. Il y a ce qu'on appelle les thèses synthétiques. Les thèses synthétiques, c'est quelque chose, sur un sujet, par exemple, il y a déjà une littérature abondante. Il y a une controverse doctrinale. La thèse va venir faire sorte de synthèse de tout ça pour prendre une position dans ce débat. Et ça, c'est l'une des formes de la thèse synthétique. Il y a la thèse analytique aussi,
C'est vrai que la thèse sémantique, c'est quoi? Il s'agit d'identifier un problème précis à propos duquel les sources sont souvent rares. Il faut donc déterminer les contours de la question, construire les données, etc. Procéder donc à une démarche analytique pour mettre en lumière un problème et éventuellement des solutions qui peuvent en découler. Je dis par exemple, aujourd'hui, on dit il y a la théorie des contraintes juridiques. Je prends cet exemple. On peut choisir comme sujet la théorie des contraintes juridiques dans les droits constitutionnels africains. Vous voyez, montrer, alors dans ce sujet, alors là, c'est quelque chose, il faut fouiller. Comment on va appliquer la théorie des contraintes juridiques aux droits constitutionnels africains. On peut faire là une bonne démarche analytique, etc. Il y a la thèse expertale ou évaluative. Il s'agit souvent, c'est une évaluation juridique, hein, sur un problème, j'ai un dispositif normatif, par exemple, pour voir si ce dispositif, c'est souvent des questions qui ont des liens, par exemple, avec les politiques publiques, la mise en œuvre de telle politique publique, son effectivité, son efficacité, etc. Il y a une démarche évaluative qui consiste à vérifier si un système juridique donné ou un cadre juridique donné répond aux attentes de ceux qui ont promulgué la norme ou les normes. Donc on a ces différentes facettes de la thèse. Mais il n'en reste pas moins que le cœur de tout ça, c'est l'argumentation juridique. Et pour y arriver, un docteur en droit doit avoir une capacité d'organisation et une solide détermination. Ça, c'est la thèse, il faut être déterminé pour faire aboutir sa thèse. Il y a souvent la crise de la page blanche pendant des jours, on n'arrive pas, on n'a pas d'inspiration, on n'écrit pas. Parfois on se dit, bon, ce qu'on a écrit là, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça, soi-même on est un peu dépité que ça n'avance pas parce qu'on n'arrive pas à trouver. Oui, c'est normal. C'est pour ça qu'on donne du temps, pas pour rien qu'on dit 3 ans, voire 4 ans. On sait, on vous donne du temps pour amener à maturation vos idées, vos arguments. On vous donne du temps pour pouvoir chercher des éléments pour, contre, pour pouvoir équilibrer votre discours. Donc c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose d'incantatoire, d'automatique, tout ça, etc. C'est pour ça qu'il faut être déterminé, se dire, oui, j'ai peut-être pris du retard au démarrage, mais après, je vais rattraper tout ça avec un peu de méthode, un peu d'organisation. On arrive toujours. Il n'est pas nécessaire de penser que parce qu'on a déjà un retard de quelques mois, que la thèse va pas. Non, la thèse va aboutir. Ça dépend. Parfois, il arrive au début, on travaille lentement, et puis après, le travail s'accélère. Donc ça, c'est... Ensuite, il faut faire très attention. Le doctorat est souvent pris à partie, il se retrouve au milieu de plusieurs interlocuteurs. Son directeur de thèse qui lui dit « Ah, ça, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça » dans les échanges. Parfois, certains directeurs de thèse, moi-même y compris, parfois un langage très prescriptif. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Or que le doctorat ne perçoit pas toujours les choses de cette façon. Ce qui crée parfois des tensions dans la manière de faire les choses. Aujourd'hui, je vous dis clairement que c'est votre thèse. Moi, je vous donne mon sentiment sur ce que vous écrivez, je vous donne mon appréciation critique sur ce que vous écrivez. Libre à vous maintenant, c'est vous, docteur. Vous pouvez me convaincre du contraire, encore que s'il faut avoir des arguments, il ne suffit pas de me dire « je ne suis pas d'accord ». Oui, mais vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi? Expliquez-moi, pour que je puisse comprendre pourquoi vous voulez tenir tel ou tel discours. Voilà. Les échanges doivent être objectifs et sains. Il n'est pas nécessaire... Le directeur de thèse n'est pas assis sur le trône divin et puis il délivre son discours ex cathedra. Non, ce n'est plus ça. Parce que, en tant que directeur de thèse, il y a des sujets qui ne m'intéressent pas beaucoup. Soit parce que j'ai eu à travailler là-dessus, soit j'ai eu déjà d'autres thèses, et par conséquent, bon, il y a peu d'intérêt, mais il y a des gens qui viennent me voir, oui, des gens avec qui je travaille, qui choisissent de travailler. Alors, mais c'est à vous de me convaincre, c'est à vous de m'emmener l'information, ce n'est pas à moi d'aller chercher l'information pour comprendre vos thèses, non, c'est pas mon travail. C'est vous qui venez vers moi, qui me dites, voilà comment je suis en train de faire, voilà ce que j'ai trouvé comme élément, voici comment je compte procéder, et je vous donne mon appréciation au vu de mon expérience, au vu de mon propre savoir, je vous dis ce que je pense honnêtement de ce que vous écrivez. Vous pouvez ou ne pas être d'accord avec ce que je vous dis, mais je vous dis clairement ce que je pense de
de votre travail. Quitte à ce que ça vous décourage, peut-être, oui, mais je ne peux pas vous dire autre chose que ce que je vous dirais. Voilà. Là, vous êtes sur la bonne voie parce que j'estime que le langage est simple, vous avez des arguments qui sont convaincants, vous avez trouvé des sources, vous avez le temps. Voilà, c'est bien écrit, c'est normal. Mais quand vous avez un document, on ne sait pas comment ça a été fabriqué, il n'y a pas de source, il n'y a pas de note de bas de page, on ne sait pas, ça va du coq à l'âne. Non, c'est pas une thèse. C'est pas une thèse. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Il y a aussi une sensibilité personnelle sur certains sujets. Donc, vous devez avoir, vous-même, vous devez avoir des idées claires sur votre thèse. Lorsque je vous pose des questions sur votre thèse, parfois j'ai le sentiment que vous êtes perdu sur votre propre thèse. Comment voulez-vous que je fasse confiance? Derrière, je m'interroge, je me dis, mais est-ce que vraiment c'est lui qui écrit ou c'est quelqu'un d'autre? Parce qu'il n'arrive pas à répondre à des éléments qui sont écrits, qui sont là dans la thèse. Donc on peut s'interroger là-dessus. Donc c'est votre thèse ou c'est pas votre thèse? Voilà, donc je pense que là aussi, c'est des choses assez simples. Il faut avoir. Enfin, quelques idées sur la soutenance publique. Alors, la soutenance publique est un processus complexe et parfois ça prend du temps. Il ne faut pas s'imaginer que parce que vous venez de terminer une thèse, que le lendemain vous allez soutenir, non. Parfois ça peut prendre 6 mois, parfois. Il arrive même que ça prenne 9 mois, voire une année. Parce qu'il y a un processus qui est très complexe derrière pour la validation de la thèse, sa soutenance, etc. D'abord, lorsque vous terminez votre travail, vous êtes sûr d'avoir terminé, vous remettez un exemplaire, vous me remettez un exemplaire comme directeur de thèse, je vais lire la thèse, lorsqu'elle est complète, je vais lire votre thèse, faire des observations et vous remettre votre exemplaire avec des observations. On va échanger, on va discuter, tout ça, etc. Voilà. Et puis on arrive à une version que vous et moi estimons être, bon, c'est pas parfait, parce que rien n'est parfait, mais nous estimons que c'est une version qui mérite d'être présentée devant un jury. À partir de là, la thèse, je vous ferai un rapport de dépôt pour la thèse. Vous allez déposer la thèse, puis les rapporteurs seront désignés pour examiner. 3 rapporteurs, voire 4, etc., qui vont lire votre thèse et qui vont faire des rapports. Ces rapporteurs, ils sont indépendants. Ils regardent votre thèse, ils disent ce qu'ils en pensent. Soit ils vont confirmer que oui, mais la thèse mérite d'être soutenue, soit certains disent oui, mais elle mérite d'être soutenue à condition qu'on puisse faire telle correction. D'autres disent non, cette thèse n'est pas bonne, il faut la rejeter, il y a telle chose, il a plagié, il a fait ceci, etc. Donc, ça, ce n'est pas vous directeur de thèse. Ne pensez pas un seul instant que, parce que ça, c'est un problème. Il y a des candidats qui vont plagier et le directeur de thèse, lui, il n'a pas toujours les moyens de tout vérifier. Oui, il n'a pas les moyens de tout vérifier. Alors, il arrive que le rapporteur découvre en lisant que là, c'est quelque chose qui a été pris dans ceci, tout ça. Donc ne pensez pas que parce que votre directeur de thèse a validé que les autres vont, non, c'est pas ça. Parce qu'on n'a pas le même niveau d'information. Il y a des collègues qui sont peut-être spécialistes de la question, spécialistes du sujet, ou ayant travaillé sur le sujet, qui ont plus d'informations, qui vont se rendre compte que là, il y a un problème. Voilà. Qui peuvent parfois saisir le directeur de thèse pour lui dire, moi j'ai reçu la thèse que tu m'as envoyée, mais il y a un problème parce que voilà. Ou bien qu'ils ne le diront pas, qu'ils mettent ça dans le rapport. Ils sont libres. Le directeur de thèse n'a aucune influence sur les rapporteurs, il faut le savoir. Et à partir de là, il y a un processus qui va s'enclencher. Une fois que les rapports sont complets, ben, il y a une commission de thèse qui va se réunir pour regarder tout ça et voir dans quelle mesure, s'il y a une autorisation de soutenance qui peut être délivrée, si les rapports sont favorables ou si la majorité des rapports sont favorables. On va aller. Donc, oui, déjà les rapporteurs, quand vous avez des thèses de 400-500 pages, ça prend du temps. Vous avez des rapporteurs, c'est vrai que les textes disent le rapporteur a 2-3 mois pour rendre son rapport, c'est pas toujours vrai. Moi, j'ai vu des rapporteurs qui font 6 mois avec une thèse. Parce qu'il est occupé, parce qu'il a telle chose, parce qu'il demande, parfois il écrit au candidat, il veut telle vérification, donc il peut arriver qu'il y ait un échange interactif entre le rapporteur, parce qu'il veut vérifier tel élément, il veut s'assurer que ceci, bon voilà, ça peut arriver.
Donc, vous voyez, là, ça peut prendre du temps. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas s'imaginer, parce que vous avez déposé la thèse, que dans quelques jours, il y aura soutenance. Non. Il faut qu'il y ait la commission de thèse, où la commission de thèse se réunit. Il faut que donc cet avis favorable à la commission de thèse. Puis, par la suite, il y a le recteur de l'université qui délivre l'autorisation de soutenance en fixant la date, la composition du jury, etc. Donc, et puis, la charte dit qu'il faut au moins un mois entre la commission de thèse et la soutenance. Donc, vous voyez, tout ça, ça prend du temps. Donc, il faut avoir à l'esprit que la soutenance d'une thèse n'est pas toujours une chose facile. Puis viendra, alors là, je vais passer vite, hein, parce que là, c'est chose qu'on explique, le jour de la soutenance. Posez-vous la question, pourquoi vous êtes là en salle de soutenance? C'est une question simple. Vous êtes là parce que vous avez déposé une thèse que les gens ont déjà lue, ils ont déjà une idée de la thèse, et ils viennent pour vous écouter. Ils viennent vous écouter pour d'abord être rassurés que c'est votre œuvre, que c'est vous, vraiment l'auteur, que vous avez la maîtrise de ce qui est dans le document. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, ils veulent discuter avec vous. Ce n'est pas un meeting politique, la soutenance. Ils veulent discuter avec vous pour s'assurer et être convaincus que vous pouvez être élevé au grade de docteur en droit. Il faut qu'il y ait une discussion. Vous devez donc répondre aux questions des membres du jury. Vous devrez échanger avec courtoisie, mais pugnacité, avec les membres du jury. Vous devez montrer votre détermination, mais avec sagesse. Il ne s'agit pas de faire des invectives. Il ne s'agit pas de prouver que vous êtes un brillant spécialiste. C'est pas ça le problème. Puisqu'ils ont lu la thèse, ils savent ce qu'il y a dans la thèse. Parfois, on a déjà une idée. La soutenance publique vient parfois là pour confirmer une impression qu'on avait en lisant la thèse. Donc, il faut faire très attention. C'est un moment important. C'est un moment qu'il faut préparer. Alors, je vois certains qui sont stressés, tout ça, etc., qui vous écrivent des tas de messages. Oui, mais non, moi, vous avez travaillé avec moi, j'ai dirigé vos thèses, vous avez déposé la thèse. Désormais, c'est fini. Voilà. En tant que directeur de thèse, je deviens un membre du jury comme tous les autres membres du jury. J'ai le droit également de critiquer votre thèse. Évidemment, ma critique ne sera pas du même niveau puisque j'ai eu le temps d'échanger avec vous. Mais j'ai le droit de critiquer votre thèse, j'ai le droit de dire, moi, ce que je pense à la fin de ce travail, de la collaboration avec vous, tout ça, etc. etc. Donc, ce n'est pas un tabou, ce n'est pas une amitié, ce n'est pas parce que j'ai dirigé votre thèse que je suis solidaire de toutes vos idées. Non, c'est pas... Voilà, c'est pas ça la thèse de doctorat. Il n'y a pas de solidarité là. Bon, c'est votre travail. Moi, je vous ai encadré, je vous ai accompagné, je vous ai dit ce que je pensais, je vous ai présenté mes observations et mes critiques. Vous avez assumé votre travail, vous avez pris ce qu'il y a de bon dans ce que je vous ai dit. Maintenant, c'est à vous d'assumer. Nous ne faisons pas une co-soutenance. Ce n'est pas moi qui soutiens la thèse. C'est votre thèse. Et si la thèse est rejetée, ce n'est pas moi qui ai rejeté, non, c'est votre travail qui est rejeté. Moi, je vous ai dit avec franchise ce que je pensais de votre travail. C'est tout. Parce que certains candidats pensent que le directeur de thèse est co-rédacteur. Non, je ne suis pas co-rédacteur du travail. Je n'ai aucune solidarité avec vous. Je vous guide, je vous oriente, je vous encadre, je vous dis, ça c'est bon, n'allez pas dans tel sens. Mais si derrière, vous faites des tricheries, vous mettez des choses qui n'ont... Parce qu'il arrive qu'en lisant la thèse, on ne s'aperçoit pas de telle ou telle chose qui a été évidemment pire. Il y a des gens très malins. Mais après, quand on découvre ça, ben écoutez, moi je ne suis pas solidaire de la tricherie, tout ça. Donc il faut faire très attention. Il faut avoir cet état d'esprit. Le directeur de thèse n'est pas co-rédacteur de la thèse. Ce n'est pas une œuvre conjointe. Ce n'est pas un ouvrage collectif, non. C'est votre thèse. Et vous êtes l'unique responsable. Ni le directeur de thèse, ni les autres collègues, parce qu'il y a aussi des autres collègues, c'est pour ça que je parle d'interaction. Il y a des autres collègues qui viennent, sans même que le directeur de thèse soit au courant, qui viennent vous dire, non, ça, c'est comme ça, non, on n'écoute pas ce qu'il te dit là-bas, moi, c'est comme ça, comme ça. Bon, vous mettez ça, parfois vous n'informez pas votre directeur, mais le jour que le problème se pose, vous voulez que le directeur de thèse soit solidaire. Non, il n'est pas solidaire. Ça faut que les choses soient dites clairement, que vous êtes l'auteur de la thèse. Vous êtes le responsable de ce qui est évalué le jour de la soutenance de thèse.
Le directeur de thèse, certes, a une responsabilité en tant qu'encadreur, parce que c'est lui qui vous a orienté, c'est lui qui vous a dit ceci, etc. Mais il y a une liberté qui est la vôtre. Vous êtes intellectuel, il y a une liberté. Vous devez vous affranchir de la tutelle lourde de votre directeur de thèse. C'est ça qui fera de vous un docteur en droit. Et vous devez accepter de souffrir, s'il le faut, par les critiques, par des propos parfois très violents qui peuvent être présentés lors d'une soutenance de thèse. Mais c'est ça l'exercice. Ça n'a pas changé, ça a été comme ça. On souffre un peu, mais après, bon, voilà, j'espère que ça se terminera bien pour vous et qu'à la fin, vous serez très heureux d'avoir fait cette expérience de rédiger une thèse de doctorat en droit. Je vous remercie.